aspirés horriblement par un tuyau de 4,5 mètres de large vers une énorme turbine sous-marine génératrice d'électricité d'un barrage d'une force incroyable, ces deux plongeurs expérimentés ont effectué une plongée nocturne de routine qui allait rapidement se transformer en un cauchemar horrible qui aurait pu être facilement évité. Le 4 janvier 2024, deux plongeurs, Christopher Gaudy et Frédéric Pochet, se préparent pour une plongée technique nocturne dans le réservoir de Platte. Bien qu'il soit l'un des sites de plongée les plus populaires de Belgique, le réservoir abrite un barrage hydroélectrique de 790 mètres de long. Le barrage et le réservoir font partie de 5 lacs artificiels dans la région de Wallonie. Ensemble, ils forment le plus grand complexe de lacs artificiels du pays. C'est ici que les deux hommes se préparaient à plonger. Et c'est ici que leur vie allait prendre un tournant drastique pour le pire. En raison de sa taille énorme, couvrant environ 351 hectares, le réservoir offrait diverses activités récréatives, y compris le ski nautique, la voile, la plongée avec tuba et la plongée avec plusieurs écoles stationnées autour du lac et un centre de plongée situé près du barrage. Cependant, Christopher et Frédéric, ces deux plongeurs experts, visaient à explorer au-delà des plongées touristiques typiques disponibles sur le site, qui présentent des objets délibérément immergés, comme un hélicoptère et un bus, à différentes profondeurs. Maintenant, étant donné les milliers de marins, plongeurs et autres utilisateurs récréatifs du lac, ainsi que les dangers représentés par le barrage de Platte à proximité, le centre de plongée local a établi deux zones de sécurité désignées, zone A et zone B, chacune avec un rayon de plongée de 150 mètres. Tout ce qui se trouvait en dehors de ces zones était considéré comme inacceptable, car le barrage voisin fonctionnerait toute la journée, s'allumant et s'éteignant de manière aléatoire en fonction de la demande d'électricité de la région environnante. Le barrage avait 4 turbines, chacune capable d'un débit maximum de 400 m/m par seconde, 2 mètres cubes par seconde. 3. Il n'y avait aucun moyen de dire quand cela pourrait devenir un danger. Alors, le club de plongée allait encore plus loin en instruisant les plongeurs à ne pas descendre à une profondeur de plus de 20 mètres. À cette profondeur, les plongeurs pouvaient encore entendre les puissantes turbines, mais elles seraient à une distance sécurisée, malgré les zones de sécurité strictes du centre de plongée. Aucune grille n'a été installée aux entrées des tunnels d'accès du barrage. Les opérateurs du barrage ont abandonné les grilles de protection il y a des années parce qu'elles devaient être remplacées tous les 2 ou 3 mois. Beaucoup considéraient les deux compagnons comme des plongeurs, très expérimentés. Christopher était un banquier célibataire de Liège, qui appartenait à l'un des clubs de plongée locaux. Il a été rapporté que les deux plongeurs avaient des certifications P, ADI, pour des cours en eau libre et en air enrichi. Cette expérience et leur qualification sont ce qui a rendu leur décision cette nuit-là si inhabituelle. Le duo a commencé sa plongée nocturne. À 17h, les écoles locales de voile et de plongée étaient fermées. Tout le monde se préparait à ranger ses affaires et à rentrer chez soi à la fin de la journée. Christopher et Frédéric, cependant, étaient en train d'équiper des équipements de plongée à circuit fermé et des recycleurs. En revanche, les équipements de plongée à circuit ouvert utilisent un régulateur de respiration traditionnel qui fournit de l'air stocké dans un réservoir utilisé par les plongeurs. Quand vous pensez à un plongeur, vous imaginez probablement quelqu'un avec un équipement à circuit ouvert. Avec cette configuration, chaque respiration va vers les poumons. Et au fur et à mesure qu'ils expirent, le régulateur libère le gaz directement dans l'eau. Le problème avec une plongée à circuit ouvert, cependant, c'est qu'elle gaspille beaucoup de gaz. Alors, si un plongeur expérimenté veut plus de contrôle sur la quantité de gaz qu'il utilise, il utilisera un régulateur de respiration à circuit fermé. Les systèmes à circuit fermé recyclent le gaz expiré à travers un purificateur de CO2 qui élimine le dioxyde de carbone. Bien qu'ils soient plus difficiles à utiliser, ils maximisent l'efficacité du gaz et prolongent considérablement les temps de plongée. C'est important, car leur décision d'utiliser ces régulateurs signifiait qu'ils prévoyaient de plonger le plus possible et le plus profondément possible, indiquant que la limite de sécurité de 20 mètres était quelque chose qu'ils prévoyaient de franchir intentionnellement
Ce qui est encore pire, c'est que les deux hommes ont également apporté des véhicules de propulsion de plongée, souvent décrits comme des scooters sous-marins. L'utilisation de scooters, combinée à la décision d'utiliser un équipement de plongée à circuit fermé, a laissé une chose claire. Ces hommes ne prévoyaient pas seulement de plonger plus profondément que la limite de sécurité, ils prévoyaient d'explorer le barrage voisin, une décision qui n'était pas seulement illégale, mais aussi extrêmement dangereuse. La plupart des plongeurs expérimentés qui explorent des lacs avec des barrages à proximité sont bien conscients des dangers représentés par le DP ou pression différentielle. C'est la succion créée lorsque de grands volumes d'eau s'écoulent par une ouverture relativement petite, faisant passer l'eau d'une haute pression à une basse pression. C'est une force que aucun nageur ne pourrait supporter et aucune scooter sous-marin ne pourrait échapper. Alors que les deux hommes descendaient dans les profondeurs du réservoir, les sons des familles faisant leurs valises et des plongeurs, rentrant chez eux, ont progressivement disparu. À 20 mètres, ils n'entendaient plus rien de la surface. L'obscurité autour d'eux s'était intensifiée. À ce stade, la plupart des plongeurs auraient choisi de faire demi-tour, mais Christopher et Frédéric ont continué. Ils ont continué leur descente jusqu'à 30 mètres, puis 35 mètres, et enfin, ils ont atteint 40 mètres. À cette profondeur, ils pouvaient encore voir ce qui se trouvait devant eux, l'entrée du tunnel du réservoir plate. Cependant, la pression atmosphérique était maintenant 5 fois plus élevée que celle de la surface. À ce moment-là, le réservoir a été éteint, donc les deux plongeurs n'auraient rien entendu. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'un faible bourdonnement commence à vibrer à travers l'eau, alors que le réservoir était réactivé. Les deux plongeurs n'ont reçu aucun avertissement lorsque 3 des 4 turbines de pompage réversibles se sont allumées soudainement avec un débit combiné de 106 mètres cubes par seconde. Une force incroyable a tiré les deux hommes instantanément vers le réservoir. Il n'y avait pas de temps pour réagir, pour résister au courant implacable alors qu'ils étaient projetés à travers le tunnel, entraînés par les énormes pales tournantes des turbines. En quelques secondes, ils ont été tirés d'une profondeur de 50 mètres à 70 mètres, puissants face à la force écrasante. Après ne pas avoir réussi à atteindre son père, le fils de Frédéric est arrivé au réservoir de Platte. Le vendredi matin, il a trouvé l'une de leurs voitures, toujours garée, près du réservoir, et a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Il a immédiatement appelé les autorités, expliquant la situation. Sans perdre de temps, l'équipe de protection civile belge et l'unité d'identification des victimes de catastrophes ont été mobilisés avec 10 plongeurs professionnels et du matériel sonar pour scanner le réservoir à la recherche de tout signe de Christopher et Frédéric lors de la première tentative de recherche et de sauvetage. L'équipe de recherche a localisé l'équipement des plongeurs en état endommagé, y compris leur système de réinhalation à circuit fermé, scooters sous-marins et des gilets de plongée. Ils ont continué la recherche. Benoît Michel, le responsable du centre de plongée voisin, expliquait que les turbines fonctionnaient ce jour-là, amenant beaucoup à spéculer sur ce qui aurait pu se passer. Néanmoins, le fils de Frédéric est resté optimiste, convaincu que les deux plongeurs étaient de grands nageurs. Le nageur olympique moyen nage à une vitesse de 2,36 mètres par seconde sans aucun équipement. L'aspiration des turbines aurait tiré les deux hommes à une vitesse de 10 à 30 mètres par seconde, même s'ils avaient eu le temps de réagir. Leur scooter n'aurait pu atteindre des vitesses maximales que de 2,8 mètres par seconde, incapable de surmonter cette attraction énorme. Aucun animal sur Terre, encore moins un humain, ne pourrait nager plus vite que ce type de pression. Si les grilles avaient été installées, cela n'aurait pas fait de différence. L'aspiration puissante aurait maintenu les plongeurs contre elles, rendant toute évasion impossible et traînant la noyade. Au fil du temps, les amis et la famille de Frédéric et Christopher sont restés pleins d'espoir. Malheureusement, les équipes de recherche et de sauvetage n'ont trouvé aucun autre signe de godet ou pochet dans le réservoir ce jour-là. Les conditions climatiques locales ont été un facteur, avec de fortes pluies réduisant la visibilité pendant la recherche. Vers 10 heures, déterminée à retrouver les plongeurs disparus, l'équipe de recherche a envoyé des hélicoptères équipés de caméras thermiques pour aider à la recherche.
à 12h30. Maintenant, 46,5 heures après que les deux hommes sont descendus dans le lac. Des parties de corps ont été retrouvées en aval du réservoir. Lors d'une deuxième fouille, des plongeurs ont trouvé des restes humains supplémentaires à environ 1 km de la côte. Un rapport d'autopsie confirmerait plus tard que les parties de corps retrouvées dans le lac et sur la côte voisine appartenaient à Christopher Godet, Frédéric Pochet. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup se demandent si les deux plongeurs avaient l'intention de s'approcher du réservoir ou s'il s'agissait d'une véritable erreur qui aurait pu être facilement évitée. Quoi qu'il en soit, c'est une tragédie qui sera toujours mémorable comme le désastre du réservoir de Platte.